Production rizicole au Mali. Le pays table sur une production record de près de 3 millions de tonnes durant la saison 2017-2018. En Côte d'Ivoire, les arrivées de cargaison dans les ports d'Abidjan et de San Pedro ont cumulé 1 403 000 tonnes de cacao, soit une hausse de 15% par rapport à l'an dernier. Puis au Congo, l'émission de titres de créances lancée le 15 novembre sur le marché financier régional s'est soldée par une sursouscription de 128,20%. Les dernières prévisions du ministère malien de l'Agriculture révèlent que la production de riz pour le compte de la saison 2017-2018 devrait atteindre 3 millions de tonnes, soit 8% de plus que le volume de la campagne précédente, évalué à 2,78 millions de tonnes. Selon le responsable du service des statistiques du ministère de l'Agriculture malien, cette amélioration des perspectives de production résulte d'une part de la hausse des superficies rizicoles, celle-ci devant s'établir à plus de 947 848 hectares. Elle résulte d'autre part de l'engagement de l'exécutif malien en faveur de la filière. Il s'agit notamment des efforts entrepris dans le cadre de l'amélioration de l'irrigation, notamment à travers la distribution des pompes à eau motorisées et dans la fourniture de nouvelles variétés de riz aux agriculteurs. Notons que le Mali est le second producteur de riz d'Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria. Le pays a dégagé un excédent de 535 448 tonnes de la graminée durant la campagne 2016-2017. La saison rizicole malienne comporte une phase de production qui s'échelonne de mai à octobre et une phase de commercialisation allant du mois d'octobre au mois de mars. Le bilan de la campagne principale cacaoyère ivoirienne qui a démarré le 1er octobre 2016 et a pris fin le 31 mars 2017 révèle que des cargaisons dans les ports d'Abidjan et de San Pedro ont cumulé 1 403 000 tonnes de cacao, ce qui équivaut à une hausse de 15% par rapport au volume enregistré sur la même période un an plus tôt. L'afflux d'or brun vers les débouchés d'exportation a été particulièrement prononcé vers la fin du mois de mars. Le volume enregistré au niveau des ports a atteint 8 000 tonnes entre le 27 et le 31 mars 2017, contre 3 000 tonnes en 2016 sur la même échéance. Nombreux sont les experts qui estiment que ce niveau important des arrivées de cargaison pourrait encore connaître une augmentation significative dans les prochains mois, en raison notamment de la récente mesure prise par le pouvoir exécutif dans un contexte de baisse des cours de la matière première. Cette résolution de l'exécutif ivoirien, qui porte notamment sur la suppression de la taxe à l'enregistrement de 5%, jusqu'ici perçue auprès des exportateurs au moment de l'embarquement, pourrait inciter les opérateurs à accroître leurs activités d'ici la fin de la saison 2017. La Côte d'Ivoire se trouve actuellement dans un contexte où la production de cacao devrait atteindre 1,9 million de tonnes cette saison, soit environ 170 000 tonnes de mieux que le volume record de 1,73 million de tonnes de la saison 2014-2015. Hausse de 2,8% des échanges intra-UEMOA. Ils ressortent à 662,1 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard d'euros selon le rapport sur la politique monétaire dans l'UEMOA, publié en mars par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Toutefois, la part de ces échanges intra-régionaux de biens dans le total des exportations de l'espace se situe à seulement 17,6%. Les pays de la région exportent majoritairement des produits agricoles tels que le cacao, le café, l'anacarde ou encore le coton vers l'Union européenne. La faiblesse des échanges entre les 8 pays s'explique aussi par des coûts logistiques élevés et la carence en infrastructures efficientes.
Sur le milliard d'euros d'échanges entre les pays membres, la Côte d'Ivoire et le Sénégal demeurent les principaux fournisseurs avec cumulativement plus de 54,9% du total de l'offre intracommunautaire. Le Mali et le Burkina Faso sont les principales destinations des flux échangés au sein de l'UEMOA avec 48,3% du total. Les principaux produits échangés sont le pétrole, les préparations alimentaires, les produits du cru et les huiles alimentaires. Un rapport du Fonds monétaire international FMI publié ce mercredi recommande au Nigeria de fournir beaucoup plus d'efforts en vue de redresser son économie locale. Le document de l'institution met en évidence les risques susceptibles de miner la croissance du Nigeria, dont l'économie s'est contractée de 1,5% en 2016. Le Fonds monétaire international FMI attend de l'ex-première économie du continent africain une série de réformes. Au nombre de ces dernières, la levée des restrictions de change et la suppression du système de taux de change multiples mis en œuvre récemment pour amortir les chocs économiques. Si le pouvoir exécutif nigérien décidait de ne pas mettre en œuvre les recommandations de l'institution de Bretton Woods, le Nigeria pourrait rencontrer des difficultés à obtenir le prêt de 1,4 milliard de dollars qu'il sollicite auprès des organismes internationaux. Il faut préciser que le Nigeria est actuellement en pleine discussion avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement BAD en vue de l'obtention des prêts évalués respectivement à au moins 1 milliard de dollars et 400 millions de dollars. Bonne nouvelle pour la République du Congo. L'émission de titres de créances lancée le 15 novembre 2016 sur le marché financier régional par le Congo, en collaboration avec la société de bourse EDC Investment Corporation, ASCA et BGFI Bourse vient de connaître un franc succès. À en croire la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, l'opération initialement prévue pour 150 milliards de francs CFA s'est finalement soldée par une sursouscription de 128,20% avec une mobilisation d'un montant de 192 milliards 304 850 000 francs CFA. Cette levée de fonds permettra de finaliser les grands travaux d'infrastructure engagés dans le cadre de l'émergence du Congo et de l'intégration sous-régionale. Rappelons que c'est la toute première fois que la République du Congo fait appel au marché de capitaux par appel public à l'épargne. Dans la région du Turkana, au Kenya, les carcasses d'animaux font désormais partie du paysage. Le manque de pluie depuis plusieurs saisons a entraîné une perte importante de bétail dans le nord-ouest du pays. Les communautés pastorales, elles aussi affectées par la sécheresse, peinent à survivre. Nous mangeons les carcasses de chèvres, rien d'autre. D'habitude, nous mangeons des fruits sauvages et notre bétail. La sécheresse et des conflits entre communautés engendrent des pénuries d'eau et de nourriture. Dans cette région difficile d'accès, l'aide alimentaire et médicale arrive au compte-gouttes. Avec la nappe phréatique à son niveau le plus bas, les femmes doivent descendre dans des puits pour trouver un peu d'eau. Tout le bétail est mort et maintenant nous survivons avec de l'eau. Mais cette eau est sale. Dès que nous la buvons, nous avons la diarrhée. Le gouvernement kényan estime que 2,7 millions de personnes ont besoin d'eau potable. Femmes et enfants doivent quitter les villages pour trouver de la nourriture dans des dispensaires. Plus de la moitié des enfants dans cette région souffrent de malnutrition sévère. Et ça, c'est exceptionnel et très inquiétant. Et nous espérons pouvoir aider ces personnes. Le Turkana a longtemps été la région oubliée du Kenya, marginalisée par la puissance coloniale britannique puis par les différents gouvernements du pays. La découverte de gisements de pétrole il y a 5 ans a suscité l'espoir, mais aujourd'hui la population se sent délaissée.
Nous avons du pétrole, oui, mais qui va le transformer en argent? C'est le gouvernement national qui peut construire un pipeline et trouver des investisseurs. Avec l'élection présidentielle prévue dans quelques mois, la population du Turkana espère être entendue. Mais son cas est loin d'être isolé. Sur les 47 comtés du Kenya, la moitié sont affectés par la sécheresse. L'Afrique du Sud est tombée lundi dans la catégorie spéculative après la dégradation de sa note par l'agence Standard & Poor's. Une décision qui fait planer davantage d'incertitudes sur l'économie nationale déjà chamboulée par un remaniement ministériel controversé. L'économie sud-africaine est désormais notée BB+, le premier rang des catégories spéculatives. À travers un communiqué, l'agence de notation Standard & Poor's a signifié que les changements lancés par le président Zuma au sein de l'exécutif font peser des risques sur les perspectives de croissance et de stabilité budgétaire. Elle fait allusion au dernier remaniement ministériel mené par le président Jacob Zuma, qui a vu Pravin Gordhan, ministre des Finances respecté des marchés et champion de la lutte contre la corruption, remplacé par Malusi Gigaba, un proche du chef de l'État. Du point de vue des agences de notation, remplacer un très bon ministre des Finances par quelqu'un qui n'a jamais vraiment démontré ses compétences et qui a la réputation d'être corruptible, cela veut dire que le pays s'engage sur la voie de la destruction économique parce que la dette publique va exploser au point que le gouvernement finira par ne plus pouvoir redresser les finances du pays. Ce qui est inquiétant, c'est que l'agence nous a placés en perspective négative dans la catégorie spéculative. Cela signifie que notre note pourra encore être abaissée et cela peut nous arriver en juin. Pour le nouveau ministre des Finances, cette dégradation de notes est un appel aux Sud-Africains à accélérer la croissance inclusive et le développement. Je ne dis pas que c'est facile de se remettre d'une dégradation, mais je pense qu'on peut gérer les risques politiques et les pratiques qui ont été soulignés et qui ont également été pointés du doigt par Moody's. L'agence Moody's a également annoncé lundi placer le pays sous surveillance en vue d'une potentielle dégradation. Au Maroc, le tourisme connaît une nette reprise depuis le début de l'année, notamment à Marrakech. Après une année 2016 placée sous le signe de la résilience, avec une hausse annuelle de seulement 1,5% du nombre de touristes, le secteur a affiché une augmentation à 2 chiffres en janvier et février 2017. Selon l'Observatoire du tourisme marocain, les arrivées aux postes frontières au cours des 2 premiers mois de l'année ont ainsi augmenté de 10,5% par rapport à la même période il y a un an. Le pays enregistre une hausse de 14,4% des touristes étrangers et de 5,6% des touristes marocains résidant à l'étranger. Les premiers signaux de reprise sont apparus en novembre 2016, date à laquelle le Royaume a accueilli la conférence internationale sur le climat COP22, qui a permis de consolider l'image du Maroc en tant que destination attractive et sûre. Le tourisme est un secteur clé de l'économie marocaine qui pèse pour 10% de la richesse nationale. Il est l'une des principales sources de devises du pays et le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois.